Donc, bonjour Elodie, Bonjour Gaëlle, comment ça va? ça va super et toi? Super. On se retrouve Elodie pour le protocole numéro 48 dont tu ne connais pas le sujet. Non, Et c'est parti, quand tu es prête, on y va. c'est bon. C'est bon? Ok. Euh, Elodie, je vais juste te préciser que je vais te poser une série de questions fermées auxquelles tu répondras par oui ou non. Donc, je te demanderai de me fournir plus de détails uniquement lorsque je te le demanderai. Ok, Ok? très bien. Et ensuite, voilà, le protocole suivant sera développé en plusieurs étapes jusqu'à la partie d'exploration libre. Ok, Très bien. parfait. Tu fermes les yeux. Voilà. Prends une profonde inspiration. Profonde expiration. Et je vais compter, Elodie, aujourd'hui de 5 à 1. Et à 1, on partira sur les questions. Et tu seras dans cette étape parfaite pour toi. Tu peux commencer par reprendre une profonde inspiration. Profonde expiration. Commencez à te centrer tranquillement sur ton corps allongé sur le support. Et je commence le décompte avec le 5. Commence à laisser ton corps se relâcher, se relaxer. Tu peux te connecter à tes ressentis physiques dans un premier temps. Observer la lourdeur dans ton corps, dans certaines parties de ton corps. Et plus ton corps se relâche, et plus il devient naturellement lourd. 4. Et continue de ressentir cette lourdeur dans ton corps, qui à chaque palier devient naturellement plus lourde, agréablement lourde. Plus ton corps devient lourd et plus tu peux sentir ton esprit, lui, devenir plus léger. Plus ton corps se relaxe et plus ton esprit s'apaise, s'allège. 3. Et tu peux commencer à te centrer, à te concentrer sur tes énergies. Tu peux commencer à moduler toi-même tes fréquences, les fréquences dans lesquelles tu te sens bien. Comme si tu pouvais émettre l'intention de ressentir des émotions particulières, celles qui te plaisent, qui te conviennent. 2. Et tu peux visualiser l'énergie qui circule pleinement et parfaitement dans ton corps énergétique, dans ton corps physique. Tu peux te sentir devenir naturellement plus lourde et en même temps plus légère, agréablement bien dans tes propres énergies. 2. Et 1. Comment ça va, Elodie? Bien. Bien. Ok. Elodie, je vais te poser une série de questions. Laisse-moi un instant. Dans des temps très reculés, des êtres non terrestres venus de l'espace sont-ils venus sur notre planète? Oui Oui. ou non? Oui. Oui. Qu'ont-ils visité? Qui ont-ils visité? Je vois des montagnes et je vois des hommes de la préhistoire.
les hommes de la préhistoire et ça m'emmène encore après plus loin. Je vois des civilisations précédentes. Autre chose? Non. Ces êtres ont-ils seulement visité la Terre ou ont-ils interagi avec la vie intelligente présente? Les deux. Il y en a qui sont juste venus voir et il y en a qui ont interagi. Et qu'ont-ils visité? Qui ont-ils visité? Ça me ramène aux hommes de la préhistoire, j'allais dire aux hommes de Cro-Magnon, mais après je suis pas sûre. Enfin, aux hommes de Cro-Magnon. Mhm. Et je vois des régions montagneuses, rocheuses. Je vois que c'est en Europe. Enfin, là, ce que je vois, c'est en Europe, Ok. dans le nord de l'Europe. Autre chose? Je vois les États-Unis aussi, la côte ouest des États-Unis. Mhm. Et ce que je perçois par rapport à la côte ouest des États-Unis, c'est que c'est comme si tu veux, c'est comme si ça leur servait de base parce que je vois qu'ils arrivaient là et après ils allaient ailleurs en partant de là, sur le continent. Mhm. Avec qui et de quelle façon se produit le premier contact? Dans quel but? Comprendre, communiquer. Le premier contact vraiment que je vois, c'était ouais, vraiment comprendre qui on est sur la Terre, comment on fonctionne et essayer de communiquer avec nous. Mhm. Mais je Et sens un gros décalage. Je le perçois vraiment ce décalage. un gros décalage? Ouais, entre eux et nous. Enfin, entre les entités qui sont venues et les hommes sur la Terre. Autre chose? Alors après, quand je parle de décalage, c'est vraiment un décalage au niveau des capacités cognitives et ouais, les capacités vraiment du cerveau, ouais, les capacités du cerveau. Vraiment. Mhm. Est-il possible de voir les traces de ces visiteurs de l'espace dans les mythes et légendes du passé? Oui, Dans quels mythes et légendes? le dragon, déjà. Continue. Le dragon, ensuite, ça me rappelle, ça me ramène à la Bible quand il parle des chariots de feu dans le ciel. Mhm. Continue. Après, ça m'emmène, ce que je vois, c'est tu sais, les créatures un peu bizarres, là, mi-hommes, mi-animaux, Mhm. ça, ça aussi. Mhm. Alors, ce que je vois, c'est que c'est pas eux, mais ça découle d'eux. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est pas eux, ça découle d'eux. Ça vient pas directement, si tu veux, des entités, mais ça vient de ce qu'ils ont donné à un moment donné aux êtres humains. Mhm. Mhm. Et après, oui, je vois la Bible, clairement. Donc, je pense que dans la Bible, il doit y avoir. Ça m'emmène à
Je vois Deutéronome. Je vois là, Deutéronome. C'est comme si c'était quelqu'un, une personne, qui dans la Bible dit des choses, mais c'était pas un être humain. Mhm. Est-il possible d'en voir les traces dans les manuscrits historiques? Non. Non. Peut-on en voir des traces dans les vestiges des grands monuments de l'Antiquité? Oui, mais c'est subtil. C'est pas. Ce serait comme des symboles gravés à certains endroits. Et dans quel Mais monument? alors là, ça m'a emmené je suis en Grèce. Je vois les temples avec les colonnes, vraiment, en Grèce antique. Mhm. Continue. Et du coup, là, je vois un monstre que Hercule, dans ses 12 travaux, a dû aussi devait tuer. Et ça aussi, c'était pas humain. Enfin, c'était pas de la terre, quoi. Mhm. Et je vois des symboles aussi sur les pyramides, sur des pyramides en Égypte, sur des pyramides aussi alors en Amérique du Sud, mais aussi dans les pays de l'Est. Et je vois des symboles. Alors justement, je vois des symboles, je vois comme des triangles, et je vois aussi des symboles, tu sais, avec des ronds et des traits, comme si c'était une écriture. Mhm. Voilà. Ok. Est-il possible de voir leurs traces dans des artefacts étranges? Oui. Lesquels? Ce que je vois, c'est alors pour te décrire une forme commune qu'on pourrait connaître, ça serait une pipe, mais une pipe en pierre parce que je vois donc comme un petit récipient avec un trou et un manche cylindrique en pierre, Mhm. mais trop petit pour que ce soit, tu sais, quelque chose pour faire qui aurait pu servir de récipient pour cuisiner ou pour manger. Je crois que même, tu vois, ça, on a dû dire que c'était une des premières cuillères, une des premières choses dont les êtres humains se sont servis pour manger autre que leurs doigts à un moment donné. Mais non, c'était pas ça. C'était vraiment. Dis-moi. C'est pas terrestre. C'est pas quelque chose de terrestre. C'est comme si. Ce que je vois là, c'est comme si c'était. Parce que tu vois, je le vois et je déroule le fil enfin, l'histoire de Bien cet sûr. objet, on va dire, à l'envers. Et ce que je vois, c'est comme si c'était une pièce d'un vaisseau, en fait, qui, à un moment donné, s'était retrouvé pétrifié dans la pierre. Dans la Lors d'un. pierre. Ouais. Alors, je vois pas un crash. Je vois pas le crash du vaisseau. C'est comme si, en fait, à un moment donné, quand il est rentré, au moment, en fait, où il entre dans notre dimension pour apparaître, il y a eu un dysfonctionnement, il y a eu quelque chose et c'est comme si le vaisseau avait explosé. Et cette partie-là, en fait, ben, par la chaleur qui a été émise, plus les ondes qui ont été émises et les matières environnantes, ça a donné ça. Mhm. Après, je vois des morceaux d'artefacts qui ont été retrouvés. Et souvent, on dit que ce sont tu sais, des morceaux de poterie. Mhm. Mais il y a autre chose. C'est pas des morceaux de poterie, quoi. J'ai l'impression vraiment que c'est beaucoup des morceaux de vaisseau, de ce que je vois là. Autre chose?
Non. Les extraterrestres ont-ils formé des civilisations très avancées? Oui. Lesquelles sont-elles? Je vois la civilisation Atlante. Et avant ça, je vois les Lémuriens, la Lémurie. Alors la Lémurie, c'était vraiment... c'était soft encore. C'était soft encore. Oui, c'était soft. Avec la civilisation Atlante, ils ont poussé le... Ça a été loin. Ça a été très très loin. Et je vois, et ce que je perçois, c'est les premiers des cas de possession. Les premiers cas de possession remontent à la civilisation Atlante. Tu vois, d'ailleurs, quand je dis ça, Comment tu te il- sens? je... ben, justement, il y a quelqu'un à côté de moi à qui ça plaît pas du tout. Comme tu sais, tu restes Ouais, dans tes tout énergies. à fait, mais oui, complètement. Et justement, ça Tu aussi, ça observes, l'embête. c'est tout. Ouais, tu observes, tu es là, Mm, tu observes. c'est ça. Donc, ouais. Tu as besoin de te déconnecter un peu pour reprendre, remonter tes Non, fréquences non, ou c'est bon. Non, non, c'est c'est bon. Ouais, ouais. bien? Autre chose à rajouter? Non. Enfin, Ah, si, un peu après, mhm, je vois un peu l'Égypte. L'Égypte antique. L'Égypte ancienne, ouais. Un peu. un peu. Mais comme, en fait, c'est que, comme ce que je vois, hein, c'est que ça a été trop loin avec la civilisation atlante. Donc après, ils y sont allés plus tranquillement. Et ensuite, il y a comme les prémices des religions qui ont commencé à semer le trouble là-dedans et du coup, ils se sont un peu éloignés, Ils se sont un peu éloignés, ok. tout en étant toujours là, hein, mais quand je dis éloignés, c'est-à-dire il y avait moins de transmission avec l'être humain. Mhm, ok. Existe-t-il un lien entre les divinités des civilisations anciennes et ces extraterrestres ou astronautes antiques? Oui, Et oui. quel est ce lien que tu vois? Eh ben, il y en a, c'était clairement certaines divinités étaient clairement des extraterrestres. Continue. Ensuite, il y a certaines divinités qui, on pourrait dire, canalisées, clairement, ou même, enfin, étaient même, je dirais, possédées. Alors, possédées, ouais, physiquement, par une entité, pour, oui, euh, donner un message, voilà, dire certaines choses et même faire certaines choses. Parce que une fois ce corps humain, on va dire, possédé, ces entités avaient la capacité de... euh, en fait, les capacités qu'ils ont dans leur dimension, ils étaient capables de les donner à un corps physique, en fait, pour que ce corps physique puisse les transmettre sur notre planète. Je ne sais pas si c'est clair. Pour moi, oui. Ok. Ok. Combien de populations étrangères ont visité la Terre au fil du temps? Alors j'ai 100, 150. Donc ça doit être entre 100 et 150. Je vois 100 et 150. Et quelles sont-elles? Tu veux ouais, bah, je vais te dire ce que je vois. Je vois des reptiliens. Je vois je sais plus comment on les appelle. Ceux qui ressemblent un peu à des oiseaux, les falconiformes. Fal- ouais, Falconoïdes. Mhm. ouais. Je vois des êtres lumineux qui sont humanoïdes. Des... Mhm.
Enfin oui, des humanoïdes, mais si tu veux, qui brillent. D'accord. Ensuite, ouais, j'ai les Pléiades, donc je pense qu'il y a des habitants des Pléiades qui sont venus. Et je vois, ouais, d'autres formes. Je vois des. C'est rigolo parce que c'est fait comme un corps, on va dire, humanoïde avec une tête avec comme un poulpe ou une méduse posée sur la tête. Non plus un poulpe parce que ça a des tentacules. Mhm. Euh, Et c'est rigolo parce que je vois des humanoïdes mais qui nous ressemblent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, limite, on pourrait croire que c'est des terriens d'une autre terre. Parce que les similitudes sont... Ouais, il y a énormément de similitudes. C'est impressionnant. Mhm. Autre chose? Non. Après, je vois qu'il y en a qui sont venus de très très loin, qui ont fait de très très longs voyages. Ces civilisations et ou leurs descendants sont-ils toujours présents sur Terre? Oui, 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 oui. Où vivent-ils? Alors, tout de suite, ça m'emmène sous la terre. Mhm. Mais après, il y en a aussi qui sont sur terre et qui vivent comme nous, enfin au milieu de nous, Continue. mais je les vois avec une apparence humaine, vraiment. Alors, pas ceux qui sont sous la terre. Ceux qui sont sous la terre, on va dire, ils ont leur forme primaire. Et ceux qui vivent au milieu de nous, c'est comme s'il y avait eu des... Ouais, ce que je vois, c'est ça. C'est des manipulations génétiques, en fait, pour que... Putain, c'est rigolo. Pour que leur essence soit leur essence primaire, mais qu'ils aient une apparence humaine. Bon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a moins de 50 sur la Terre, je dirais, qui sont visibles, hein. Enfin, qui vivent au milieu de nous. Mhm. Autre chose? Non. Les 5 sous-espèces qui descendent de l'Homo sapiens sont caucasoïdes, mongoloïdes, capoïdes, congoïdes, australoïdes. Quelles sont les causes des différences entre ces 5 sous-espèces d'Homo sapiens? Déjà, la zone géographique, il a fallu qu'il s'adapte au climat et aux conditions de vie du lieu géographique. Tu peux répéter? Oui, Conditions, s'adapter aux conditions de vie. du lieu de vie. Bah, tu sais, ouais, s'il y en a qui sont dans des milieux qui sont plus humides, ou en montagne, ou dans des zones désertiques chaudes. Voilà. Après, tout ça aussi, ça a une importance capitale dans l'adaptation, Mhm. enfin dans le fait qu'il y ait différentes sous-races ou sous-espèces. Je ne sais plus quel terme tu as employé. Et je vois, il y en a un, je crois que c'est le deuxième ou le troisième que tu as dit. Par contre, là, j'ai vu une étincelle. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui a été rajouté. Je te disais que c'était caucasoïde, mongoloïde, capoïde, congoïde, Capoïde. australoïde. C'est capoïde. Capoïde, il y a eu un petit quelque chose. Parce que quand je vois, tu sais, un corps, parce que j'ai eu les différents corps qui se sont affichés devant moi, et sur celui-là, il y a un truc qui ressort en luminescence. À ce niveau-là, là, au niveau du thymus. Mhm.
Autre chose à ajouter? Non. Ces êtres sont-ils toujours présents sur Terre et ou leurs descendants? Oui. Où vivent-ils? Bah, partout. Enfin, c'est nous, quoi. Enfin, on est tous, on descend tous de ça. Mhm. Existe-t-il des preuves concrètes de leur présence dans le temps sur Terre? Mais des descendants de ces entités ou... Parce que je suis perdue là, d'un coup. C'est pas précisé, pour moi, ce serait plus les entités. Ok. Euh, Oui, il y en a. Il y en a. Mais... Et oui, il y en a il y en a un peu partout, il n'y en a pas beaucoup. Mhm. Mais il y en a. Alors c'est rigolo parce que je vois des personnes complètement différentes. Je vois des gens qui sont très très introvertis et d'autres qui sont très très extravertis. Mhm. Tu réponds à la question, existe-t-il des preuves concrètes de leur présence dans le temps sur Terre? Ah non, pardon, excuse-moi. Non, 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 il n'y en a pas. Mhm. Si, attends, si. Tu veux que je te repose la question? Mais c'est qu'elles sont cachées. Elles sont cachées parce qu'on ne doit pas le savoir, on ne doit pas y avoir accès. Et ça Quelles, m'emmène... quelles sont-elles? C'est des dossiers. Je vois clairement des dossiers. Ça, je suis aux États-Unis, là, c'est comme si c'était une branche du Pentagone, mais je vois comme une base dans un désert aux États-Unis, mais une base souterraine, en Mhm. fait. Et là, il y a des dossiers. C'est comme si là, il y avait un suivi Mhm. qui remonte aux années 30. Mhm. Mais avant, non. Parce qu'avant, ce que je vois qu'il y a eu des écrits avant, il y a eu des choses, mais les Mhm. gens ont été traités de fous. Et je vois même qu'il y a des choses qui ont été brûlées, des preuves qui ont été brûlées. Mm. Ok. De quoi dépend le fait qu'il existe des civilisations anciennes qui sont beaucoup plus évoluées en rapport à d'autres en d'autres temps? Tu peux me répéter la question, s'il te plaît? De quoi dépend le fait qu'il existe des civilisations anciennes qui sont beaucoup plus évoluées en rapport à d'autres en d'autres temps? Justement, c'est par rapport aux visites qu'il y a eu et à ce qui a été donné à l'humain. Et ça me ramène en Atlantide, où il y a énormément de choses qui ont été données. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ça a été trop loin. L'homme a fait n'importe quoi avec ce qui lui a été donné. Et ça me fait un parallèle, tu vois, j'ai deux images qui se mettent l'une à côté de l'autre. Et aujourd'hui, ça me ramène à la bombe atomique. C'est Mhm. que à chaque fois qu'il y a des choses qui sont données, c'est, c'est, l'homme s'en sert toujours mal. Enfin, là, du coup, c'est quand je dis s'en sert toujours mal, c'est ma propre interprétation. Donc, l'homme s'en sert toujours à des fins de pouvoir. Mm. C'est plus juste. Ok. Autre chose à ajouter sur ce que tu vois, sur ce que tu ressens, sur ce qui... Oui, et que après, il y a eu des moments où, parce que je vois que donc ceux qui sont venus et qui ont donné certains savoirs et certaines connaissances
aux êtres humains s'attendaient quand même pas à ce que ça aille si loin. Et l'être humain a mis en danger la planète. Et ce que je perçois, c'est que vraiment, il faut... Enfin voilà, la Terre est importante. Comme tout est important parce que chaque chose a une place, et si c'est à une place, c'est qu'il y a une raison. Et tu vois, là, ouais, ce que je vois, c'est comme si la planète Terre, elle était... qu'elle avait une position centrale en termes d'équilibre. Position centrale en termes d'équilibre. Ouais, parce que je vois des champs d'énergie qui rebondissent dessus, qui vont à d'autres endroits, d'autres qui la traversent. Je vois que la planète, elle a ouais, enfin, notre planète a une place importante en termes d'équilibre dans notre galaxie, et que si elle venait à... Ce que je vois là, c'est une explosion. Si elle venait à exploser, ça, ça déséquilibrerait tout ce qu'il y a autour. Et c'est quand même pas le but. Mhm. Ce que je perçois, c'est que c'est pas le but. C'est pas leur but. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu des civilisations qui ont été plus avancées, parce qu'on leur a donné beaucoup, mais ensuite on a arrêté de donner autant de choses. Autre chose? Non. Regarde et dis-moi quelles sont les raisons de cette différence et de cette distance évolutive. Bah, c'est ça. C'est vraiment, il y a un moment donné où ils sont venus, ils ont donné beaucoup. Alors quand je dis ils ont donné beaucoup, hein, c'est en termes de connaissances, en termes oui, de connaissances au sens large, parce que je vois aussi, il y a eu des explications de comment utiliser l'esprit, comment utiliser la matière avec l'esprit. Mhm. Donc, ouais, il y a eu, de ce que je perçois en Atlantide, tu vois, c'est que je voyais même les gens se déplacer comme dans des mini-vaisseaux, Mhm. et qui faisaient fonctionner par télépathie, en fait, par la force de l'esprit. Et qui ensuite, il les faisait se déplacer, oui, on va dire, oui, par télépathie. Et que après, oui, c'est pour ça, après, on n'a pas eu tout ça. Après, on a laissé l'être humain évoluer plus à son rythme et plus normalement, je dirais, comme il devait évoluer normalement, sans intervention extérieure. Mhm. On a terminé, Elodie, pour la première partie du protocole. Comment tu te sens? Bien. Bien? Mm. Est-ce que pour cette partie libre, tu as quelque chose sur lequel tu as envie de revenir en particulier avant que je te pose mes questions? Non, parce que non. Ce que j'ai vu, ça me va pour le moment. Ça te va pour le moment. Ok. Tu me parlais au tout début, Elodie, de la côte ouest USA et tu me parlais d'une base. Qui s'est installé là? Tu parlais d'une base qui permettait ensuite de se déplacer dans le reste du monde. Bah, je vois des reptiliens, et je vois ceux qui ressemblent à des oiseaux. Ensemble, ils collaborent. Ils tolèrent. Ils collaborent pas. Je les vois pas échanger d'informations, mais c'est comme s'ils étaient là pour des raisons différentes, et que de toute façon, les raisons, pardon, de l'autre
n'empiètent pas sur celle de l'autre, donc voilà, ils se tolèrent. Alors absorbe l'information et dis-moi quels étaient leurs buts. Alors les reptiliens, je sens tout de suite un côté conquérant. Je Conquête les, de... ouais, je Dans les quel sens très très conquérants. point? Bah, peut-être que ça peut être une nouvelle planète à habiter. À habiter. Ouais, une planète où on peut faire des choses. Je veux que tu absorbes quelle chose. Hmm. Tout est à ta disposition. Toutes les informations dont tu as besoin sont présentes. Bah, qu'on peut interférer pour se nourrir, aussi bien le sol, vraiment, enfin tout ce qui est vraiment les matières brutes, Mhm, hein, et aussi les habitants qui s'y trouvent. Parce qu'on est stupide pour eux. On est mhm. ouais, dénué de... Pas dénué d'intérêt, parce qu'ils ont très vite capté que on pouvait les nourrir. Et en plus, eux, en s'amusant. C'est vraiment ce que je perçois. Et, euh, et voilà. Alors que les autres, Oui, pour les autres, regarde. eh ben, je perçois pas du tout la même chose, hein. C'est vraiment, je vois de la curiosité et tu vois, j'ai évolution, une aide à évoluer Alors regarde. Une aide pour pour nos évoluer. ouais, pour nos capacités psychiques. Eux, en fait, ils ont vu notre potentiel, mais quelque chose de plus positif. Je te parle vraiment des premiers qui sont arrivés, hein, parce que je vois quand le fil tu sais, quand ça se déroule en avançant vers nous, les intentions ont changé. Mais au départ, c'était différent. Qui est arrivé en premier? Je vois que c'est ceux qui ressemblent à des oiseaux. Ceux-là dont tu me parles, du coup? Ouais. Comment, sur quelle initiative sont-ils venus la toute première fois? Donc je les vois ils sont dans leur vaisseau. Mhm, Et c'est comme s'ils avaient capté un signal, une nouvelle onde. Ils ont capté quelque chose, ouais, un nouveau signal. mhm. Donc du coup, ils cherchent d'où vient ce signal et ils y vont. Et c'est la planète Terre. Tu veux dire que c'est juste presque un concours de circonstances? Ils ont capté cette onde? Bah, eux, je les vois venir de loin. Donc oui. Mais ce que je vois aussi en même temps, c'est que eux arrivent, comme tu dis, un peu par un concours de circonstances, mais c'est que je vois, par contre, que la Terre était déjà observée. Par qui? Ben, je vois ces reptiliens, justement. Je vois les reptiliens. Mhm, Et ce que je perçois vraiment, parce que tu vois, j'ai les deux, on va dire, j'ai les reptiliens d'un côté et les autres de l'autre. mhm. De ce que je perçois, c'est que, alors c'est vraiment pour qu'on comprenne bien. Je vois donc ceux qui ressemblent à des oiseaux. Je les perçois presque comme innocents. Alors le terme est un peu exagéré, hein, mais c'est pour bien comprendre. Comme innocents, voilà, ils sont là, ils ont perçu quelque chose et ils vont voir par curiosité. Alors que les autres, je vois vraiment, tu sais, de la filouterie, quelque chose de... Tu sais, Mhm. ils sont là, ils étaient autour et ça observe et ça essaie déjà de comprendre de loin. Voilà. Et comment se passe tu dis ils se tolèrent, comment se passe l'exploitation, en tout cas leur présence, quelle époque d'ailleurs, pour commencer? La première fois, c'était
C'était avant la Lémurie. Parce que sur la frise chronologique que j'ai, tu vois, j'ai donc nous, on va dire, Mhm. notre ère donc après Jésus-Christ. Ensuite, j'ai l'Égypte antique. Avant, j'ai la civilisation atlante. Avant, j'ai la Lémurie. Et avant, j'ai autre chose encore. Et c'est avant ça. Regarde, l'autre chose, le autre chose, qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que... Je Décris-moi. vois, ouais, je vois des êtres qui ressemblent à des singes. Mhm. Alors qui sont pas des singes, on va dire que ce serait, tu sais, le chaînon entre les singes et nous. Mhm. Mais quand même qui sont très, qui ont ce côté très animal, hein. Absorbe l'ADN, qu'est-ce que c'est? Absorbe l'information. Ouais, c'est du singe. Mhm. Continue. Et c'est marrant parce que eux, je les vois télépathes déjà. Mhm. Télépathes, oui, et puis qui ressentent énormément les choses. Donc, c'est un changement d'atmosphère. C'est comme s'ils avaient un baromètre interne. Le moindre changement de température, d'humidité, de trucs de machin, tout ça, ils perçoivent, ils savent. Enfin, mais et c'est inné chez eux. Ils se posent pas des questions à dire bah tiens par exemple là il va se mettre à pleuvoir ou non. Tout ça c'est quelque chose qui se passe. Et ce que je vois c'est que c'est à ce moment-là. Où est-ce qu'ils vivent, du coup? Alors ils vivent sur la Terre, mais je vois pas. Je veux dire les continents, c'est pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et si tu absorbes l'information? C'est comme si il y a une masse de terre. Mhm. Je vois l'Atlantique Nord quand même. Mhm. Ouais, voilà, c'est ça que je vois. Je vois une Tu... masse de terre en Atlantique Nord. Ça me fait penser un peu mince, au continent lémurien. Mhm. Tu te parlais Que- d'un premier contact avec ces êtres-là ou encore avant? Non, c'est avec ces êtres-là. Regarde le premier contact, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe, ce tout premier contact? Le tout premier contact, déjà, je le vois dans un sens. C'est-à-dire que les entités ne se sont pas montrées. Mhm. Et ensuite, premier contact vraiment avec, on va dire, un contact visuel. Ce que je vois aussi, c'est qu'il y a eu comme un envoi d'informations un peu avant que le contact visuel se fasse pour que justement il n'y ait pas de peur, entre guillemets. Et même ce que je vois, tu vois, c'est que les entités ont pris une forme qui se rapprochait un peu de cette civilisation prélémurienne. Et l'ADN de ces entités, Je vois que c'est reptilien. ce sont les reptiliens. Ouais, Donc tu me dis que dans un premier temps, ils observent, ensuite ils modifient leur apparence ouais, avant le premier contact. ouais, ouais, ouais. Continue. Mhm. Continue. Ensuite, ce que je vois, c'est qu'au niveau de l'échange qu'il y a eu, donc qui s'est fait par télépathie, Mhm. euh, c'est là qu'ils se sont rendus compte que ça allait être compliqué de communiquer avec ces terriens parce que le cerveau était peu développé et, et surtout pas développé en termes de communication. C'est-à-dire que même pour envoyer des informations, même quelque chose de simple, eh ben, le terrien ne le comprenait pas.
parce que eux étaient les reptiliens étaient déjà très avancés technologiquement parlant et donc sur plein de choses, alors que ces êtres-là, enfin ces terriens-là, non. Mhm. Et qu'est-ce qui les intéresse alors à ce moment-là? Qu'est-ce qui motive ce premier contact? Pourquoi, pourquoi ce premier contact? Justement pour savoir ce qu'on pourrait faire avec. Ils avaient déjà une idée de ce qu'ils pouvaient faire avec, après les avoir observés? De toute façon, ce que je perçois, c'est que tu vois, c'est exploitation qui me vient. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, on arrivera à les exploiter et en tirer quelque chose. Ok. Après, il n'y avait pas de... Mhm. Voilà. Après, tu vois, c'est pour ça qu'il y a quand même une phase d'observation pour déjà essayer de comprendre et de... Oui, de comprendre. Et ensuite, une fois que le contact se fait, voilà, on essaie vraiment de faire en sorte et d'apporter, tu vois, c'est ça que là je perçois aussi quand ça se déroule, d'apporter ce qu'il faut pour que l'exploitation soit la plus prolifique possible. Bien, parle-moi de cette exploitation, comment ça se déroule? Regarde, dis-moi ce que tu vois. Ils veulent exploiter, comment est-ce qu'ils exploitent? Ils Quelle exploitent est leur les stratégie? sensations. Donc leur stratégie, c'est de développer donc chez les terriens tout ce qui va être tout ce qui va avoir attrait aux sensations physiques et en tout premier lieu physique pour déjà voir ce qu'on peut tirer de ça pour s'en Mhm, nourrir ou créer s'en servir d'énergie. mhm. Tu vois quelque chose en particulier? Pour le moment, je vois surtout en termes de nourriture, hein, Mhm. pour les nourrir. Et comment est-ce que ils commencent par exploiter, utiliser, se nourrir? Comment ça se J'ai passe? j'ai peur et souffrance qui vient en premier. Peur et souffrance. Ouais, Ça va, Elodie? ouais, 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 ouais. Tu restes un observateur, comme tu sais. Oui. Et regarde les premiers cas qu'ils utilisent pour se nourrir. Mais alors, je vois qu'il y a eu des abductions, qu'ils ont pris des terriens pour les emmener sur leur vaisseau pour voir Mhm, ce qu'on pourrait en tirer, puis aussi faire des expériences, des analyses, et c'est là en fait qu'ils ont compris en fait le potentiel, euh, ouais, le potentiel des terriens. Quand ils ont vu que en fait les énergies à basse fréquence comme la peur, la souffrance, tout ça, quand ils ont vu l'énergie que ça c'était capable de créer et comment eux étaient capables de s'en nourrir, mhm. bah, c'était du pain béni pour eux. Est-ce qu'ils ont fait ce genre d'expérience avec d'autres que les terriens avant? Oui, Et les oui, terriens sont particulièrement intéressants alors. oui, oui, parce on est très dans on est dans une densité lourde, donc nos sensations physiques sont fortes Mhm, et nos émotions également. Et en plus, ils nous ont comment? Tu sais, c'est comme s'ils nous avaient poussé dans la direction pour que justement tout ça, ça se développe encore plus et qu'on soit encore plus dans ces émotions fortes et dans ces sensations fortes. ok, ok, ok. Autre chose à rajouter par rapport à ça? Non. Non? J'ai une autre question. Tu m'as dit beaucoup de choses, à vrai dire, intéressantes. Tu me parlais d'êtres moins de 50 sur Terre qui vivent encore, qui Mhm. vivent dans la densité, c'est-à-dire dans la matière, qui vivent, qui ont Oui. un corps physique. Tu peux
m'en parler à nouveau, revenir dans cette scène-là et me dire ce que tu vois? Bah, je vois des gens avec de grandes capacités mentales, Mhm, de grandes capacités psychiques aussi. mhm. Tu vois, ça m'emmène à un gourou. Un gourou. Ouais, un gourou dans une secte. Mhm. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il... qu'est-ce- Ah ben il est là, lui, pour... Vraiment, alors ce que je vois est la qu'est-ce que tu vois? Ça a coupé, Elodie. façon dont je le perçois. Oui, Et ben, on vient se nourrir dans ce troupeau. d'accord. Ok, Donc, ça m'emmène aux témoins de Jéhovah, tu vois. ok. Ça va, Elodie? Ouais, Ça va? Hmm, est-ce que tu peux me parler de son ADN à lui? ah, il y a du reptilien dedans. Son apparence physique? Ah, il a une apparence physique très basique, Mhm. mais il y a quelque chose dans le regard. Ouais, c'est bas. Déconnecte-toi, reste déconnecté de... Ah ouais, mais Regarde, c'est regarde, juste regarde. à le voir, hein. Ouais, c'est juste à le regarder. Mais tu sais, quand tu le vois, tu sais, il y a des gens, quand les regardes dans les yeux, tu as des sensations des fois. Et ben lui, j'ai du mal à croire qu'il y ait des gens qui puissent le suivre et qui puissent avoir confiance et croire en ce qu'il dit. Bon, après, c'est sûr, il s'en prend à des gens qui sont faibles, tu sais. Et donc, du coup, ces gens-là prennent ce regard-là pour un regard de puissance. Mhm, Mais moi, je le prends pas pour un regard de puissance, hein. mhm. Ok. Autre chose qui t'interpelle lorsque tu absorbes l'information quant à ces quelques rares. Après, je vois une femme et je la vois, elle doit être mathématicienne ou quelque chose comme ça. Enfin, je la vois faire des calculs. Oui, regarde, pourquoi? Tu vois, Qu'est-ce c'est que plus t'aimes? de la physique. C'est de la physique. Mhm. Tu vois, je crois qu'elle est à la NASA. Je crois qu'elle travaille à la NASA ou en collaboration avec la NASA. Et regarde, que fait-elle? Sur quel projet, par exemple, tu la vois J'ai travailler? calcul de trajectoire. Calcul de trajectoire? Quelle Ouais, trajectoire? Regarde. une étoile. Quelle étoile? Alors j'ai X-Y1. Quelle époque? Maintenant, de nos jours, Qu'est-ce qui l'intéresse dans la trajectoire de cette étoile? capter des messages parce qu'on pense. Alors je parle quand je dis on, hein, je parle des gens de la NASA ou enfin des gens avec qui elle travaille. Mais j'ai vraiment ce truc de la NASA. On pense que sur cette étoile, il y aurait de la vie. Et que il faut qu'on calcule sa trajectoire parce que quand elle passe à un certain endroit, en fait, on pourrait essayer de capter des signaux et peut-être essayer de communiquer. D'accord. Et elle, quelles sont ses capacités? Quel est son ADN? Alors tout de suite, de toute façon, avant que tu me poses la question, je percevais, tu sais, un côté un peu autiste. Mhm. Alors, c'est pas du tout péjoratif hein, quand je dis ça, parce que c'est des gens, Je sais. on le sait, qui ont de très très grandes capacités, mais vraiment, parce que c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui est dans son monde, quoi, dans son truc. Et Physiquement? physiquement très normal. Et elle, c'est vrai, je vois vraiment, c'est pas du tout comme le gourou où on sentait vraiment l'ADN, tu sais, reptilien présent, vraiment très présent. Mhm. Là, c'est beaucoup plus léger. Tu vois, j'ai même envie de te dire que ce que je perçois,
C'est comme si elle en avait gardé que les bons côtés. Que ce qu'elle avait gardé, c'était justement de grandes capacités. Mhm. Elle retrace son histoire, retrace son histoire. Son histoire à elle, ou tu veux que je reparle plus loin Son au niveau de sa histoire à elle. généalogie? Histoire à elle. Alors, c'est une personne qui, elle doit être médium, parce que je la vois qui perçoit beaucoup de choses. Mhm. Alors, avec le temps, elle a compris, hein, de toute façon, qu'elle pouvait cloisonner tout ça. Donc, elle a cloisonné tout ça, mais elle a souffert de ça quand elle était petite. Parce que du coup, elle percevait beaucoup de choses. Mhm. Et en plus de percevoir tout ça, donc elle avait des capacités hallucinantes. Donc, elle était complètement rejetée. Donc, je vois qu'elle a eu une vie très solitaire. Elle avait choisi cette incarnation? Oui, mais on lui a vendu. C'était pas. Enfin, oui, elle l'a choisi. Mais je sens que dans ce qui lui a été présenté, on lui a menti. Mhm. Donc c'est un peu. Mhm. Elle pensait pas être aussi seule. Voilà ce que je perçois, tu vois. Elle pensait pas qu'elle serait aussi seule. Et tu me dis que cette femme, physiquement, elle a au niveau de l'ADN une manipulation génétique Ouais, mais très légère parce que ça. très légère. Ouais, c'est très léger. Et quelle est cette manipulation génétique? Regarde. Comment ça a été fait? Je vois une fiole avec un liquide jaune. Mhm. Ça va, Elodie? Ouais. Mais c'est que j'ai les. Si tu veux, c'est que j'ai le plan éthérique et le plan physique en même temps, donc j'essaie de suivre les deux en Décris-moi. même temps. Décris-moi. Parce que je vois, oui, qu'il y a eu quelque chose qui a été fait sur son corps éthérique. Mais j'ai l'impression que sur son corps physique, il y a quelque chose qui a été fait aussi. Qu'est-ce qui a été fait sur le plan physique? Une injection. Par qui? Je vois un médecin. Alors tu vois, ouais, ce que je vois, c'est que je crois, ce que je perçois, c'est elle a été abandonnée, qu'elle a été dans un orphelinat. Et ce que je vois, c'est un vaccin. Mhm. Et c'est comme s'il y avait eu, on avait voulu faire une expérience sur elle, parce que quand on a vacciné tous les enfants de l'orphelinat, elle a eu elle a eu quelque chose de différent. Et pourquoi elle? Parce que c'était comme ça, parce qu'en plus, je vois le médecin, il sait très bien ce qu'il fait. Et il avait la directive de choisir un enfant et de lui injecter ça. Donc avant cette injection, elle était physiquement ADN Alors, complètement humain? ben, en fait, si tu veux, il y avait de la manipulation qui avait été faite sur le corps éthérique, donc ça commençait déjà à transparaître, si tu veux, sur le corps, sur le plan physique. Et cette injection, elle a accéléré le processus, si tu veux, de la transmission de ce qui s'est passé sur le corps éthérique dans le corps physique. D'accord. Mhm. Et de ce que je perçois, c'est que le médecin, quand il a fait ça, il n'était pas lui-même. Mhm. Il y a eu tout un moment où, oui, comme s'il était possédé. Mhm. Ah, oui, comme un robot, hop. Ok. Et que va-t-il lui arriver par la suite à cette femme, cette petite fille qui va grandir? Elle est soumise à des exercices en particulier, des choses en particulier, suite à Non, cette parce que injection? non, parce que ça a très bien fonctionné.
Et il n'y a pas eu besoin, en fait. Et ce qui est incroyable, c'est que je vois toute une partie de son enfance où elle a extrêmement souffert. Donc du fait d'avoir été abandonnée, donc d'être sans famille, de percevoir des choses que les autres ne percevaient pas, d'être extrêmement intelligente par rapport aux autres. Mais à un moment donné, elle a décidé de... C'est comme si elle s'était coupée d'une partie, justement, de toute cette partie émotionnelle, tu sais, qu'on a nous. C'est comme si ça, elle avait dit, bon, bah écoute, hein, ça, je le prends, je le mets dans une boîte et c'est bon. J'en ai pas besoin. J'ai... C'est comme si elle avait, oui, décidé d'elle-même de mettre Mhm. ses capacités mentales, voilà, ça sera ça ma vie, point barre. Et Elle de avait là, ses capacités avant cette injection dans le monde physique? alors alors déjà, elle percevait déjà, elle avait, tu sais, comme je te disais, ce côté médium où elle voyait, elle entendait des choses. Et elle avait des facilités. Et là, à partir du moment où cette injection lui a été faite, c'est comme si on lui avait injecté un booster. Alors là, après, Ok, c'est ok. impressionnant. Et à partir du moment où elle a décidé, et je vois qu'elle avait 15-16 ans quand elle a décidé donc de mettre toute sa partie émotionnelle dans une boîte, euh, et qu'elle s'est plongée vraiment, et son truc c'était les maths, la physique, la chimie, les matières scientifiques, c'est devenu, on pourrait la comparer à un ordinateur. Tellement elle est rapide, tellement, c'est Ok. impressionnant. Mhm. Ok. Ça fait 1 heure, Elodie. On va s'arrêter là. T'as quelque chose à rajouter? Non. Non? Après, si, ce que je pourrais rajouter, c'est que aujourd'hui, je vois vraiment encore l'empreinte des reptiliens qui est présente, et je les vois présents vraiment, alors que les autres, ceux qui ressemblent à des oiseaux, non. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des interférences de cette espèce-là, Mhm. mais ça, tu sais, quand je te disais avant, enfin, quand je t'ai parlé justement au moment donné où je voyais donc les reptiliens qui étaient arrivés et ces entités formes d'oiseaux, Mhm. que les reptiliens, ils avaient un côté conquérant, quoi. Ben, c'est comme si eux, en fait, ouais, ils avaient conquis la planète Terre et que du coup, bah, les autres, enfin, avaient lâché l'affaire, quoi. Vraiment, je sens vraiment une emprise. Est-ce que tu veux dire par là que les autres auraient voulu pouvoir conquérir un petit peu aussi? Peut-être conquérir, mais pas quand même pas au même niveau que les autres, hein. Pas au même niveau que les reptiliens. Conquérir du coup dans quel but? Dernière question. Je pense que c'était vraiment en termes de développement des capacités mentales et psychiques. Mhm. Je pense que, tu vois, là, je suis en train de dérouler l'histoire Mhm. en inversant les rôles, en les mettant à la place des reptiliens. Et en fait, ça aurait été plus un laboratoire enfin, la planète Terre aurait été un laboratoire ouais, de voir jusqu'où on peut pousser les capacités mentales de l'être humain. Et qu'est-ce que ça leur... Pourquoi? Pourquoi chercher à avoir ce type d'information? Parce que eux se nourrissent de ça. C'est ce que là, ils se nourrissent de choses plus. Et puis, je sais pas, les autres, je les sens plus curieux. Tu vois, que les reptiliens, je les sens conquérants, que les autres, je les vois plus curieux. Mhm. Donc, ça aurait été, oui, vraiment pour voir. Et se nourrir parce qu'ils se nourrissaient plus de ça. Ok. On s'arrête là? Hmm. Ok. Tu veux que je te fasse un décompte de combien à combien? Dis-moi. Moi, 3, c'est bon. 3, c'est bon? Ok.
Va commencer, Elodie, par te déconnecter de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. De toutes ces scènes, de tout ce que tu as vu. Et tu reviens à toi et uniquement à toi. À tes fréquences, à tes énergies. Tu me dis quand c'est bon? Quand tu es bien déconnecté de tous et de tout. Oui, c'est bon. Déconnecté de tous et de tout. Ok, bien. Je compte de 3 à 1 et tu vas revenir tranquillement et à ton rythme dans le présent, dans l'ici et le maintenant d'où je te parle. Et je commence avec le 3. Reviens à toi, à tes énergies. Prends le temps pour toi. Elodie, prends le temps pour toi de remonter tes fréquences, de te concentrer sur tes fréquences, sur tes énergies, de les moduler au niveau parfait, idéal pour toi. Prends ce temps rien que pour toi, pour te sentir parfaitement bien dans tes énergies. Ressens-les qui circulent parfaitement bien dans ta sphère énergétique, dans tout ton corps énergétique. Et plus tu te sens bien, merveilleusement bien, dans tes énergies, plus tu peux ramener ton attention dans ton corps physique, dans tes ressentis physiques, jusqu'à ressentir tes muscles, toutes les parties de ton corps. Et tu peux ramener du mouvement, commencer à bouger. Et à 1, tu pourras ouvrir les yeux. Ça va, Elodie? Oui, T'as pris le temps pour toi, pour bien revenir, bien te remettre bien? oui. Tu te sens comment? Bien, très bien. Bien, très bien. Ok, ça marche. Merci, Elodie, pour le protocole. Merci Gaëlle. À bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo.
o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi.
e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra
parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare.
sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.